Je voudrais juste ajouter au dernier témoignage, il y a une référence comme ça d'une personne qui avait été handicapée paraplégique, qui s'appelle le syndrome du bocal de Claude Pinault, qui décrit toute sa force de la manifestation à ne pas vouloir donner à la maladie quelconque place dans sa vie, et lui ne bougeait plus du tout son corps. Donc en fait, il se visualisait, la force de la visualisation, il se visualisait en train de bouger, en train de faire... parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous projetez, ce que vous visualisez, et la réalité. Et donc, à ce titre, vous pouvez, avec la force de la manifestation ou du verbe créateur, ou tout autre acte de foi, puisque moi aussi j'ai traversé le chemin du combattant, mais moins dans des bonnes conditions, puisque l'hôpital où j'ai atterri, j'ai pas eu de réception comme monsieur. On m'a fait une prise de sang, on m'a mis dehors. Bref. La force de la foi, la force de la manifestation et beaucoup de choses. Merci madame. D'autres commentaires? Moi j'ai des questions forcément. On parle en tant que soignant, on essaye forcément de bien faire et à l'évidence on fait pas tout bien. L'annonce semble être importante. Certains vous a dit la boule, la masse et ces choses. Je pense qu'un médecin non spécialiste sait pas forcément, donc il préfère avoir des mots évasifs. Dire qu'il y a une masse, factuellement c'est vrai, mais une masse ne veut pas dire grand-chose, c'est simplement dire une boule, et une boule ça fait un petit peu enfantin et voire grossier, donc il faut savoir trouver les bons mots. Après, vous avez eu quand même, ce que j'ai compris, l'évocation du problème, avec un mot pas forcément très heureux, mais c'est aussi le premier mot qu'on entend et forcément on va pas l'aimer. Et après, est-ce qu'à votre avis, cette première évocation a aidé le spécialiste qui arrivait après, le neurochirurgien, d'aller au-delà de ce mot-là et de caler les choses? Est-ce que quand même cette annonce, aussi maladroite fut-elle, vous a-t-elle permis de mieux encaisser la suite? Le terme de masse, il avait entendu à Saint-Joseph. Et de mémoire, je pense que le lendemain, quand j'ai vu le docteur Roux, je pense que lui, ses premiers mots, c'est « vous avez une tumeur et nous allons l'opérer ». Et donc, enfin, de toute façon, il n'y avait eu aucune ambiguïté. Hein. La veille, quand on avait parlé de masse, évidemment, dans la seconde, il y avait à minima une question sur c'est quoi ce mot. Enfin, parce que moi, masse, à cette époque-là, ça m'a rappelé mes cours de physique de troisième ou de première, où on disait pas le poids, mais on disait la masse. Et donc, je l'associais pas. Enfin, je savais pas du tout que c'était un substitut pour le terme de tumeur. Mais vu le contexte, même sans être médecin, enfin, j'avais fait le rapprochement assez rapidement. Donc, c'est pour ça que j'invite tous ceux qui peuvent utiliser ces termes-là à dire les choses, parce que les patients sont pas débiles, si je puis dire, et ils vont le faire eux-mêmes, le rapprochement. Et donc, le fait d'utiliser un terme substitut ne sert qu'à créer plus de doutes chez eux et de choses pas claires. Et à ce moment-là de notre vie, on veut de la clarté. Même si ça ne veut pas dire de la certitude, on sait très bien qu'il y a plein d'incertitudes. Mais dans cette tempête d'incertitude, ne rajoutons pas de la confusion, en fait. C'est un peu mon message. Très bien, mais c'est parfaitement entendu. Et vous auriez préféré entendre le mot tumeur à Saint-Joseph d'emblée? Oui, plus clair. Ça n'a pas changé le cours de ma vie, mais ça aurait évité 3 secondes d'interrogation je sais pas ce qu'il y a eu à ce moment-là, mais enfin voilà, c'est pas fondamental, mais je trouve ça dommage c'est un peu infantilisant presque. En fait, j'ai entendu dire le mot tumeur rien que par le son, tumeur et anxiogène. Enfin, il n'y a pas besoin de la phonie, de tumeur, de la proximité avec le verbe de mourir pour rajouter du stress à ce moment-là. Enfin, on est dans un état de stress énorme de toute façon. Il est là le stress. Et c'est pas ne pas appeler un chat un chat. Et après, c'est peut-être personnel, mais moi, ça a plutôt tendance à m'irriter en disant, disons-nous les choses, quoi. Regardez-moi dans les yeux, dites-moi ce que j'ai. Me dites pas que j'ai une lésion. Enfin, pareil, une lésion, pour moi, c'est un truc où,
je sais pas ce que j'ai fait, j'ai un truc bizarre, j'ai une blessure qui cicatrise pas trop, c'est une lésion. Et donc, même si on comprend vite que c'est un petit jeu sémantique dans le corps médical, et je peux imaginer, enfin je suis pas médecin, mais je peux imaginer que ces mots sont durs à dire, et j'aimerais pas être à votre place quand vous faites un rendez-vous d'annonce, hein. Je pense que c'est terrible. Mais néanmoins, voilà, enfin, pour mon cas personnel, je fais bien attention à jamais projeter sur les autres ce que j'ai vécu moi. C'est plus un facteur d'irritant supplémentaire que de soulagement que de ne pas. Ok, bien pris. Pour vous, Charlie, peut-être? Moi, je me souviens qu'on s'était donné des règles du jeu tous les deux dès le début. Donc, vous m'aviez dit, est-ce qu'on se parle franchement ou est-ce que on se cache les choses? Et donc, on s'est parlé franchement. Donc, moi, notre mode de fonctionnement dès le départ, m'a plutôt convenu parce qu'on s'est dit les choses. Vous m'avez dit, effectivement, il va y avoir une anatomopathologie, etc. Donc, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Et vous m'avez même donné, je crois, je l'ai toujours, le document de l'anatomopathologie, qui est une feuille verte tout jaune, avec tout le détail de l'analyse, point à point. Donc, voilà, le niveau de transparence, moi, voilà, on a eu un mode de fonctionnement qui m'a parfaitement correspondu. Et vous, Catherine? Il me semble que c'est plus la façon dont on le dit que le mot en lui-même. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça a été extrêmement maladroit et je l'ai pris. Alors, le mot est peut-être grossier, mais vraiment comme une engueulade. C'est-à-dire que quand le radiologue m'a dit, mais vous êtes venu, vous travaillez comme ça avec ce que vous avez. J'étais presque culpabilisée, alors que ça aurait pas été la même chose de me dire, je me demande, madame, comment vous faites pour travailler comme ça et pour être arrivée où vous en êtes avec ce que vous avez. Et dire vous avez quelque chose de très grave sans dire ce que c'est pire que tout. Parce que moi, j'ai imaginé effectivement, voilà, je vais mourir, et j'ai été très rassurée quand je suis arrivée à la Pitié-Salpêtrière où on m'a dit, mais pourquoi ils vous ont dit ça comme ça, qu'on allait vous opérer comme ça tout de suite? Non, madame, on va vous mettre d'abord sous perfusion, etc. Ce que j'expliquais tout à l'heure, voilà. Et puis de l'empathie, parce que moi j'étais sur le brancard, la personne est restée, ça m'a semblé, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai, loin. On s'approche, on prend le temps, on vient se poser. Enfin, moi, j'ai appris à travailler comme ça et je ne l'ai pas reçu ce jour-là de l'autre côté de la barrière en tant que patiente et je trouve ça dommage. Voilà, on s'en remet, hein. Mais en tout cas, quand j'ai repris le travail, c'était pour moi essentiel de continuer à être comme ça, dans l'empathie, dans le prendre le temps avec l'autre. Voilà, c'est du savoir-faire et du savoir-être. Merci, mais vos témoignages sont précieux pour ça, pour nous éclairer. S'il y a des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Moi, en attendant, j'en profite. Vous avez été soigné, il y a des périodes différentes, plus de 10 ans jusqu'à il y a à peu près 2 ans. Est-ce que vous avez eu des difficultés derrière pour vous aider à vous remettre sur pied, l'accès aux médecins traitants, l'accès aux rééducations, kiné, orthophonie, ça a été facile, compliqué? J'ai eu la chance, enfin, j'ai découvert qu'il y avait une pénurie d'orthophonistes, mais j'ai eu la chance, grâce à Bénédicte et Maïmiti, que je vois au fond de la salle, qui était là le jour de l'opération, donc c'est toujours très émouvant pour moi de la revoir. J'ai eu la chance d'avoir accès très vite, malgré cette pénurie, à une orthophoniste qui était à 2 pas de chez moi, en plus, coup de chance dans Paris. Donc j'ai pas eu de difficultés. Le kiné, pareil, j'ai trouvé assez vite. J'avais un de mes très bons copains proches qui est kiné depuis 25 ans et qui a mis presque un poids d'honneur à venir m'aider sur la partie de la rééducation motrice. Donc j'étais assez verni pour ça, moi. Et après, depuis, je suis suivi par le docteur Roux en alternance entre Gustave Roussy et Sainte-Anne. Et je discutais avec certains patients dans la salle qui me disent que depuis leur opération, ils n'ont pas revu leur chirurgien ou après une visite post-opératoire. Et moi, je me réjouis d'avoir ce double suivi, quoi. Enfin, peut-être pour des raisons un peu sentimentales, mais ce passage ici, moi, m'a tellement marqué positivement que c'est jamais une angoisse de revenir ici. Je l'associe pas à quelque chose de négatif. Et donc, pouvoir alterner les deux établissements est une grande chance pour moi. Moi, c'est marrant parce que quand j'ai fini mes 6 mois de chimiothérapie, donc au bout d'1 an,
j'ai demandé au professeur Palus si je pouvais ne plus jamais remettre les pieds à Gustave Roussy. Je trouvais l'endroit très angoissant. C'est plus sympa ici quand même. Je trouvais que les médecins là-bas étaient quand même pas les plus sympas. Voilà, c'est mon expérience, et donc au bout d'un an, moi j'ai préféré voir uniquement le professeur Paluc de remettre un jour les pieds à Gustave Roussy, pas parce que c'est super loin, mais parce que vraiment quand j'allais là-bas, je prenais à chaque fois au moins une bonne semaine pour m'en remettre psychologiquement, parce que c'est vrai qu'on voit aussi, il n'y a pas que évidemment des gens qui sont traités de tumeurs au cerveau, donc on voit des gens malheureusement dans des états très compliqués, et encore une fois, vu que je voulais que ça soit un moment dans ma vie et juste un moment, je n'ai fait mon suivi depuis 12 ans qu'ici. Et ça me va super bien, parce que j'aime bien revenir aussi, c'est fait bizarre de dire ça, mais les 30 minutes que je passe avec le professeur Palu, à chaque fois, voilà, on parle de plein de choses, sauf de maladie, je crois, en fait. Hein? Effectivement. Effectivement. Bon, je vais rester dans la positivité. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un très bon généraliste qui a pris le relais, d'avoir aussi le médecin expert après pour la reprise du travail à temps plein, très à l'écoute, qui était lui-même en plus impacté puisqu'une de ses meilleures amies avait aussi un méningiome suite à une prise d'Androcur, donc il était complètement sensibilisé à la question. Et puis voilà, au moment d'avoir eu un suivi, moi c'était à la Pitié-Salpêtrière en l'occurrence, pendant 5 ans, il y a eu vraiment aucun souci. Je voulais juste préciser par rapport au traitement Androcur. Moi, j'ai eu un méningiome qui a été sur un traitement que j'ai pris adolescente, donc à l'époque de 15 ans. Et j'ai diagnostiqué un méningiome à 51 ans, suite à une crise de convulsion, où j'ai fait, enfin, pas convulsion, une épilepsie assez grave, où j'ai complètement convulsé chez moi pendant 15 minutes, ne plus avoir à atteindre le téléphone. Les cadres se sont décrochés et en fait, ils ont diagnostiqué que c'était par rapport, j'étais dans les pionniers du traitement et que c'était en fait une tumeur qui avait grandi de façon. Et quand j'ai vu l'étendue de la tumeur dans le cerveau, je voulais dire aussi la force qu'on a dans ces cas-là, qu'on est infantilisé complètement et qu'on arrive dans un hôpital. J'ai dû convaincre les pompiers de venir me chercher. Une fois que je suis arrivée, ils m'ont amenée à l'hôpital. J'ai essayé de convaincre le médecin que j'avais mal au crâne de me faire un scan crânien. Personne ne m'a pris en charge. On a pris une prise de sang, on m'a mis dehors. J'ai pas lâché l'affaire. J'ai pris ma voiture. Donc, oui, on m'a infantilisé. On m'a dit vous avez pris votre voiture. Ben oui, mais je ne savais pas ce que j'avais dans le crâne. Donc j'ai été au centre du Rachis, j'ai été voir un neurochirurgien que je connaissais pour le dos, je lui ai expliqué la situation, il m'a tout de suite mis en scan en bas. Là, dans la salle d'attente, toute seule, j'ai vu mon magnifique méningiome qui me compressait tout le cerveau. On ne m'avait pas donné de contact ni quoi que ce soit. Dans la salle d'attente, j'ai trouvé la référence, le neurochirurgien, en téléphonant à un ami qui était en Afrique. C'était ubuesque. Et il m'a dit, moi, mon neveu s'est fait opérer par le docteur, un professeur très, très compétent qui exerce à la Pitié-Salpêtrière. J'ai une chance inouïe. Il y avait au moins 3 mois d'attente. Le jour où j'appelle, il y a un désistement. Je me suis pas laissée faire. Et à chaque fois, je suis sortie au bout de 3 jours. Là, à la Pitié-Salpêtrière, vous n'avez pas de préparation la veille, vous n'avez pas de pré-diagnostic, pas de pré-examen qui sont faits sur place. Vous vous débrouillez la semaine de Noël à trouver tous les bilans vous-même, avec vos praticiens, votre cardiologue, en ayant mal, vous faites tout ça dans la foulée. Vous arrivez le jour même pour l'opération, vous arrivez à 6h du matin à la Salpêtrière, pris en direct. Vous sortez 3 jours après, et oui, il n'y a pas d'orthophoniste de dispo, parce qu'il y a aussi beaucoup d'orthophonistes qui prennent des enfants, qui a souvent de manque de créneaux d'urgence pour les adultes. Et donc, du coup, malheureusement, pour trouver un orthophoniste, il faut parfois lutter, si ce n'est... voilà. Et je voulais juste dire que le parcours de soins n'est pas forcément parisien, au niveau parisien, extrêmement plus facile, mais au niveau des provinces de la prise en charge,
J'ai été reçue par une infirmière dans un hôpital la neuro n'était pas pris en charge, et les pompiers m'ont amenée dans ce centre alors qu'il n'y avait aucune prise en charge neurologique possible. Il n'y avait aucune possibilité de passer un scan, et donc on sait très bien l'état des hôpitaux français et la politique actuelle. Et je sais qu'au niveau de Paris, on a beaucoup de chance, mais ce qui n'est pas le cas des hôpitaux de province. Voilà. Merci pour votre témoignage. Effectivement, les parcours de soins ont de quoi à être améliorés et la situation ne va pas dans le bon sens. C'est pour ça qu'ici à Sainte-Anne, on attache beaucoup d'importance pour essayer d'améliorer ce parcours de soins, et il y a toujours beaucoup à faire. Hein. Ça, c'est certain. D'autres commentaires, suggestions? Docteur Elia? Je voulais remercier déjà tous les patients dans les cas, et je voulais répondre à la question de Charlie. Est-ce que c'est utile de partager ton expérience? La réponse est oui, parce que pas juste pour les patients, hein, mais juste pour nos soignantes, parce que c'est exceptionnel de pouvoir suivre un patient avec un glioblastome, donc une maladie qui reste très grave, pour 2 ans. Donc ça nous donne aussi un peu le courage d'affronter tous les jours des pathologies aussi graves. Donc merci encore. Merci beaucoup. Mon seul stress aujourd'hui, c'est la retraite du professeur Boulier. Rassurez-vous, hein, elle ne va pas arriver tout de suite, je sais bien, mais bon. Vu les délais de cotisation. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des bons derrière aussi. Oui, donc on a... Voilà, les bons professionnels, Dieu merci, il y en a beaucoup, et c'est pas l'individu qui compte, c'est l'équipe. Et aujourd'hui, on prend l'exemple de la chirurgie éveillée. À Sainte-Anne, on a commencé il y a plus de 15 ans, il y avait Docteur Dezamy et moi, et maintenant il y a Docteur Dezamy, Docteur Roux, Docteur Zanello, Docteur Elia, et moi, et ainsi de suite. Et c'est ça qui compte. Et on fait des bons soins quand justement c'est pas l'œuvre exceptionnelle d'un individu, c'est quand c'est de la routine. Et c'est ce qu'on essaie s'attacher de faire, c'est que l'excellence, et on y arrive loin de là, pas tous les jours, doit être le quotidien. Voilà. Et peut-être on a encore un peu de temps pour discuter. J'ai cru comprendre que pour certains, la maladie, tu n'existes pas, dégage. Pour d'autres, je l'ai accepté et je l'ai dépassé. Et c'est finalement chacun à sa façon. Il y a eu beaucoup de foi évoquées à sa manière aussi, qui a pu donner de la force. Et puis aussi, j'ai cru comprendre dans le discours, j'ai su trouver de la force par différents moyens pour arriver à affronter ça. Et peut-être pour vivre correctement aujourd'hui. Donc bravo pour vos parcours. C'est évident que ça sert. Ça sert pour les patients qui vivent la même chose que vous en ce moment ou demain, ou qui l'ont vécu. Pour nous soignants, encore une fois, vos éclairages nous aident à comprendre ça, ça marche au quotidien, ça il reste à faire. Les expériences d'autres centres que Madame a évoquées est aussi éclairante, c'est-à-dire c'est très important de voir ce qu'il ne faut pas reproduire et ainsi de suite. Donc moi je parle beaucoup. Est-ce que vous auriez pour la deuxième fois un petit mot de la fin à nous faire partager chacun? Juste en 2 mots, dire que c'est une très belle revanche, en tout cas, une revanche positive. J'insiste toujours avec ce mot d'être là aujourd'hui et puis d'être dans l'échange avec vous. Et voilà, la revanche, c'est ça, c'est ce mot. Merci, on retient revanche. Moi, un petit mot, je suis dans un métier où on travaille énormément. Donc j'ai beaucoup de collègues qui donnent leur vie pour leur travail. Qui me parlent parfois on profite pas aujourd'hui parce que tu comprends, on prépare notre retraite, on aimerait prendre une retraite à 53, 54 ans, parce qu'on a la chance d'être dans un métier, on gagne plutôt bien notre vie. C'est assez terrible en fait. Moi, c'est des choses qui me glacent complètement quand j'entends ce genre de discours, parce que je parlais de mon généraliste tout à l'heure qui est parti à 52, 53 ans. J'ai malheureusement autour de moi des gens qui sont partis assez jeunes aussi, et je veux dire, évidemment, faut préparer l'avenir dans tous les cas, dans toute situation, mais il faut aussi profiter du présent. C'est-à-dire que moi, quand on me dit ça au cabinet, on me dit ah ouais non mais là je coffre à fond parce qu'à 55 ans j'arrête. Ouais, mais en fait malheureusement la moyenne de l'espérance de vie d'un homme c'est pas tout le monde à 80 ans, c'est un écart type. Hein. Il y a des gens qui partent à 60, il y a des gens qui partent à 100. Moi, le père de mon père est parti à 101 ans. La veille, il fumait un cigare sur son canapé, il a fait un arrêt cardiaque. Il a perdu 2 de ses fils à 52 et 55 ans. Donc, je veux dire, on voit bien que le 80, c'est une moyenne entre les deux. Donc, mon mot de la fin, c'est
Bien sûr en faisant attention, en faisant pas d'excès, mais profiter de la vie au quotidien, profiter de vos proches, etc. Parce qu'en fait, moi j'avais 26 ans et 26 ans c'est jeune, quoi. Genre 50 c'est jeune aussi, 75 c'est jeune, mais 26 c'est vraiment très jeune, quoi. Donc et quand j'étais à Gustave Roussy, que j'allais faire mes séances de radiothérapie, je tombais sur des enfants de 6-7 ans. Et je peux vous assurer que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais pu voulu remettre les pieds, parce que quand vous allez en consultation et que vous arrivez par vos propres moyens, enfin en taxi, mais voilà, par vos propres moyens, et que vous avez des parents qui sont avec des enfants de 6-7 ans, là vous vous dites, 26 ans c'est vieux. Et donc voilà, profitons de la vie, profitez des moments, ils sont voilà, des choses simples à faire avec les gens qu'on aime, et aussi surtout, moi j'évite de m'engueuler aujourd'hui. Ce qui a changé ma vie, hein, peut-être un truc que la maladie a changé, c'est que je m'énerve pratiquement plus. Parfois, je me dis, là, je sais pas quand parfois mes parents me disent des trucs, moi ils sont âgés, donc je me dis, mais c'est pas possible de dire ça. Mais je m'énerve pas parce qu'en fait, je sais pas s'ils seront là demain, donc profitons de chaque moment. Je fais pareil avec ma femme, profitons de chaque moment. Le seul endroit où je m'énerve, c'est au bureau parce que je suis payé pour m'énerver. Donc, mais sinon, je m'énerve plus. Je profite de chaque moment. Je dis, ah non, surtout pas s'engueuler. Je pourrais avoir un jour un regret. Vous engueulez avec vos parents le mardi, ils sont plus là le mercredi, vous pourriez le regretter toute votre vie. Donc, s'il y a bien un truc que la maladie a changé, c'est profiter de chaque moment vraiment de manière hyper intense. Merci. Moi, j'ai envie de souligner quelque chose que j'ai entendu ce matin et que je trouve assez génial, c'est cette notion de patient partenaire que vous aspirez à mettre en œuvre, Solène. Moi, je suis assez convaincu. Dieu sait si j'ai un immense respect et une gratitude et une admiration pour tous les gens qui m'ont soigné, que ce soit ici ou à Gustave Roussy. Et en parallèle de ça, je suis convaincu de l'impact que peut avoir la prise en compte de la voix du patient et des liens entre patients, à quel point ça peut nous aider à être fort dans l'épreuve, quoi. Et je trouve ça super que Sainte-Anne s'engage dans cette voie-là pour voir comment vous pourrez le faire. Je sais pas sur quelle modalité, mais mettre ce patient, enfin s'appuyer sur l'expérience des patients est quelque chose qui me semble vraiment très prometteur. Donc bravo pour ça. Et bravo pour cette journée. Merci à tous les trois. Merci encore.